Merci. La parole est à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, la 7e proposition de campagne du Président de la République était l'une des seules qui me séduisait. J'ai donc avec plaisir étudié ce projet de loi. Mais ce qui aurait pu être une proposition fondamentale de la rénovation de notre économie, cette proposition de loi qui devait être celle d'un adversaire du règne mondial et totalitaire de la finance, ressemble en fait au travail d'un partenaire zélé des banques d'affaires. En effet, là, cette loi changera bien peu à la dramatique situation actuelle. Ainsi, la Société Générale ne sera impactée qu'à hauteur de 0,75% de son fonctionnement. La BNP et Paribas seront touchées, elles, à hauteur de 2%. Un seul fait permet de mettre en évidence la manœuvre contenue dans cette loi. La césure des activités bancaires se fait dans ce texte entre activités de crédit et activités utiles à l'économie. Ce sont ces derniers critères que ce projet de loi retient pour déterminer ce qui doit être séparé. La notion d'activité utile à l'économie est suffisamment vague pour permettre à la banque d'y mettre exactement ce qu'elle veut. Avec cette nouvelle loi, les activités de banque de crédit et de dépôt ne seront quasiment pas séparées des banques de marché. Le pire étant que, comme hier, quand la banque spéculera non pour des mandataires responsables de leur placement, mais pour elle-même, elle continuera de faire recourir le risque à ses clients et aux contribuables. Rien n'aura réellement changé. Citons une nouveauté amusante. Cette loi prévoit que les banques vont rédiger un testament pour le cas où elles seraient en faillite. Mais la décision de mise en faillite est du ressort de la Banque de France et du directeur général du Trésor. Notons d'abord que les actifs de seulement 5 banques françaises représentent 320% du PIB. C'est énorme. Ensuite, la Banque de France est la première créancière des banques à hauteur de 250 milliards d'euros. Le risque sur l'économie que ferait peser une faillite bancaire est si important que leur volume est pour chacun une considérable assurance vie. De plus, si le directeur de la Banque de France a le choix entre faire payer la Banque de France ou faire payer les contribuables, il choisira bien sûr, comme hier, le contribuable. À noter de plus que le fonds de garantie des dépôts, qui garantit les fonds citoyens, sera fusionné avec le fonds de résolution prévu pour sauver les banques. De ce fait, la loi qui prétend changer les choses ne change rien. Demain comme hier, les épargnants seront les garants des dérapages bancaires à venir. Cette loi subit les mêmes logiques mondialistes dans la même continuité du mépris pour l'intérêt commun. En 1998, les mouvements financiers internationaux quotidiens étaient de 2000 milliards de dollars. Ils sont aujourd'hui de 4000 milliards de dollars, sur lesquels 5% seulement, soit 200 milliards, alimentent le financement de l'économie réelle. Les 3800 autres milliards sont liés à des opérations spéculatives. La spéculation contribue à la ruine de ceux qui travaillent par la destruction des frontières, des barrières douanières et la libération des mouvements de capitaux. La non-régulation, l'autonomisation de la finance n'est pas un accident, c'est le résultat d'une volonté qui a hier supprimé les talons or, qui a interdit le financement des États par les banques centrales. Et la question que je me pose pour conclure, c'est que la revue Capital a classé cette loi comme bonne dernière, notée 2 sur 20, derrière les réformes américaines qui sont notées à 8 sur 20, les réformes anglaises qui sont notées à 12 sur 20 et la réforme européenne étant, elle, notée à 13 sur 20. Donc, si demain, comme d'autres orateurs ont dit, nous votons cette loi et que l'Europe vote la sienne quelque temps plus tard, nous serons soumis à la loi européenne et dont le travail que nous aurons fait ici n'aura servi à rien. Je vous remercie.